Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le BMPAD annonce l'arrivée ce mardi à Port-au-Prince d'une cargaison de 200 000 barils de diesel. Le Premier ministre Joseph Joute a effectué ce mercredi une visite au palais de justice. Le chef du gouvernement en a profité pour annoncer la reprise des activités judiciaires. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Jacques Lafontant, a présenté ce mardi sa démission au nouveau ministre de la Justice. Le Premier ministre Joseph Joute a annoncé la reprise des activités judiciaires au tribunal de première instance de Port-au-Prince. Il a fait cette déclaration lors d'une visite mercredi au palais de justice. Le chef de gouvernement en a profité pour faire savoir que des dispositions sécuritaires seront prises afin de favoriser la réouverture effective des tribunaux dans la juridiction de Port-au-Prince. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desaugustes. C'est un Premier ministre calme, apparemment serein, mais aussi et surtout tranchant, concis, précis et clair dans ses réponses qui a fait face à la presse mercredi. D'entrée du jeu, Joseph Joute s'est montré direct. Monsieur le Premier ministre, quel est l'objectif de votre visite ici aujourd'hui? C'est la réouverture du palais de justice. Qu'en est-il de l'insécurité dans cette zone abandonnée depuis plus de 2 ans? Le Premier ministre répond. N'a pas mis sécurité dans la zone, c'est tout ça. En ce qui a trait à la délocalisation du palais de justice, n'y comptez même pas. Le gouvernement prend les mesures nécessaires et là, rien ne l'impose selon le chef du gouvernement. Les discutants dedans, mais l'État n'a pas pris disposition ça. L'État a pris la fonctionnelle pour continuer à fonctionner, même Jean Primature l'a fonctionné. Qui ça nous fait pour Primature la fonctionner? Nous mettons sécurité. On appelle déjà déplacé là. Je ne suis pas au courant. Alors que le Premier ministre Joseph Joute a plaidé en faveur d'une bonne collaboration entre le ministre de la Justice, Rockefeller Vincent, et le commissaire du gouvernement qui assistait à cette conférence de presse mercredi, dans les heures qui ont suivi, la lettre de démission de maître Jacques Lafontant est venue démontrer qu'il faisait fausse route. Maintenant, reste à savoir si la reprise des activités au palais de justice ne sera pas contrariée dans les jours qui viennent. Maître Jacques Lafontant a démissionné de son poste de commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. Dans une correspondance en date du 22 juillet adressée au ministre de la Justice Rockefeller Vincent, il dément formellement avoir fait preuve de mollesse dans la lutte contre l'insécurité foncière et les conflits du droit de propriété. Il rappelle avoir été en charge de la délivrance de l'exéquatur sous son prédécesseur sans que son action n'ait jamais suscité de critiques. Faisant allusion au passé du ministre Vincent et laissant entendre qu'il a multiplié les fautes et les négligences durant sa carrière, maître Jacques Lafontant se dit irréprochable dans son travail. Sa démission a pris effet dès réception. Le Premier ministre Joseph Joute souhaite que les activités judiciaires reprennent sans tarder, y compris au tribunal de première instance de Port-au-Prince, qui, comme vous le savez, se trouve au Bicentenaire, une zone particulièrement chaude. Tout le monde n'est pas d'accord avec cette décision, en particulier maître Montferrier d'Orval, bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, qui est avec nous ce soir en visioconférence. Bonsoir, maître d'Orval. Bonsoir téléspectateurs, téléspectatrices Métropole. Et bonsoir monsieur. Voilà, alors maître d'Orval, vous n'êtes pas d'accord avec le souhait ou l'avis exprimé par le Premier ministre? Bon, nous sommes devant une réalité. Et depuis plus de 2 ans, le Bicentenaire est confronté à une insécurité qui provoque le dysfonctionnement du tribunal de première instance, le dysfonctionnement de la Cour d'appel de Port-au-Prince. La Cour d'appel est fermée depuis mai 2019
la cour d'appel est fermée au point où la cour d'appel a dû louer un local à Paco. Et ça provoque aussi, ça perturbe, cette situation d'insécurité perturbe le fonctionnement du barreau de Port-au-Prince. Les avocats ne fréquentent plus, ne veulent plus fréquenter la justice. Leur vie est en danger. Donc, par conséquent, quand on nous dit maintenant qu'on est venu ouvrir les tribunaux, donc à ce moment-là, je dis maintenant, il se pose un problème de sécurité. C'est qu'on oublie qu'il y a un problème de sécurité. Donc nous autres, nous avons pris position dès le départ, je pense depuis mai 2019, et nous demandons, je pense que le jour de la Saint-Yves, on a fait une déclaration où le barreau demande la délocalisation du palais de justice au Bicentenaire. On ne peut plus fonctionner. Pendant qu'on plaide, les gens tirent. Pendant qu'on se trouve au barreau, les gens tirent. Pendant qu'on est au parquet, il y a des tirs. Donc, on m'a demandé quelles sont les mesures de sécurité qui sont prises. Et la vie des avocats est menacée. Nous ne défendons pas la vie seulement des avocats, la vie des magistrats. C'est-à-dire les magistrats assis, c'est-à-dire les juges, les magistrats debout, les parquetiers, les huissiers, les greffiers, les personnels administratifs, du barreau, du tribunal de première instance de Port-au-Prince et du parquet. Donc quand on nous dit maintenant on vient ouvrir le tribunal, est-ce que cela veut dire que le problème de la sécurité est résolu? Alors que l'insécurité passe au plein au Bicentenaire, il y a des gens armés, des gens super armés, des gens qui sont munis d'armes de guerre. Et nous autres, nous n'avons rien. On nous dit maintenant qu'on ne peut pas baisser les bras devant les bandits. Mais la justice n'est pas armée. La justice est encore non armée. Ce n'est pas le quartier général qui se trouve au Bicentenaire. C'est ni non plus la direction générale de la police qui se trouve au Bicentenaire. C'est les avocats, les juges qui ne sont pas armés. Le tribunal n'est pas armé. Donc maintenant, c'est pourquoi nous autres, nous disons, nous maintenons notre position que nous avons exprimée depuis le 19 mai 2020 alors, pour demander la délocalisation par la justice. Nous avons écrit 2 lettres au ministre de la Justice et nous avons écrit au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et même nous avons écrit au président de la République en tant que chef de l'État. Nous nous demandons d'intervenir pour que le palais de justice soit délocalisé. Oui, bon, maître Dorval, vous avez anticipé ce que j'allais dire. Est-ce que cette décision du Premier ministre n'est pas précisément un message envoyé aux contribuables en général, aux justiciables en général, faisant savoir que le gouvernement n'est pas prêt de céder à la pression de la rue ou à la pression des gangs armés? Parce que délocaliser maintenant, c'est un aveu d'échec. C'est dire aux gangs, vous avez gagné. Bon, je dois vous dire, hier, je devais organiser une audience disciplinaire. Les avocats ont eu peur pour venir aux audiences disciplinaires du barreau, organisées par le barreau. Ils ne peuvent pas venir. Même la justiciable, j'ai invité, il y a des gens qui ont porté plainte contre des avocats. Je les ai invités à venir, ils ne peuvent pas venir. Tout récemment, il y a quelqu'un qui m'a dit, vous me recevez dans votre cabinet. Ils ont peur. Les justiciables ont peur. Dès lors qu'on parle à un justiciable, on dit à ces justiciables qu'il faut aller au palais de justice. Donc le justiciable a peur. Il y a une question de sécurité. Il s'agit de gens qui sont super armés. Donc, y compris les avocats, les juges du palais de justice, tous les acteurs judiciaires, juges, parquetiers, et huissiers, greffiers, ils ont peur. Mais qui va assurer leur sécurité? Est-ce qu'on a désarmé les gens qui sont détenteurs d'armes de guerre? Même la police n'a pas d'armes pour contrer ces gens-là qui disposent d'armes de guerre. Donc, et les justiciables, ils ont peur. Tout récemment, ces gens-là ont donné une démonstration. Vous avez vu les démonstrations qu'ils ont données. On tirait un peu partout. Ouais. Je m'apprêtais à aller au barreau.
qu'on m'a dit qu'il ne fallait pas se déplacer parce que les gens qui tiraient même sous la grande rue. Donc la situation était tenable. Bien sûr, Maître Dorval, je comprends parfaitement et je suis sûr que tous ceux qui vous écoutent comprennent parfaitement ce genre d'argument. Tout le monde sait que actuellement les gangs armés sont les maîtres de la rue et en particulier dans ce secteur de la ville, toute la branche sud, le bicentenaire, ils sont absolument les maîtres. Vous faisiez allusion tout à l'heure à cette démonstration de force qu'ils ont faite récemment en l'absence de toute force de police. On n'a pas vu un seul policier ce jour-là face à eux. Et ils sont lourdement armés, comme vous l'avez dit. Maintenant, bon, est-ce qu'aujourd'hui, le tribunal de première instance est fermé? Il est toujours fermé. De fait, la justice est fermée de la justice de Port-au-Prince. De fait, le tribunal de première instance ne fonctionne pas. Oui. On ne peut pas connaître les affaires civiles. Il ne peut pas avoir de recours contre les décisions du tribunal de première instance. Et en plus, comme la cour d'appel ne fonctionne pas, on ne peut pas attaquer les décisions devant la cour de cassation. Vous avez vu? Il se pose le problème de l'accès à la justice. L'accès à la justice. Oui, c'est une évidence. C'est une évidence. Donc, vous avez vu, cela depuis 2 ans. Oui. Depuis 2 ans. Eh bien, encore une fois... L'État ne peut pas perdre la face. Je dis au Premier ministre, la justice exerce une souveraineté non armée. La police exerce une souveraineté armée. Les forces armées exercent une souveraineté armée. Nous n'avons pas d'armes. Oui. Pourquoi on ne demande pas à la police d'aller au bicentenaire? Pourquoi on ne loge pas la police au bicentenaire? Pourquoi on ne loge pas, on n'établit pas le quartier général des forces armées au bicentenaire? J'aurais compris. Pourquoi c'est la justice? Maître Dorval, est-ce que vous êtes en train de suggérer qu'il y ait un échange de locaux, que la police aille installer son quartier général au bicentenaire et que le tribunal de première instance occupe le quartier général de la police? Est-ce que j'ai bien compris? Question de comprendre. D'abord, on nous revoit, on dit maintenant, l'État ne peut pas baisser les bras devant les bandits. Mais nous, la justice n'a pas d'armes. C'est pas pourquoi on nous dit de ne pas baisser les bras alors que nous ne sommes pas armés. Si on avait dit que la police baissait les bras devant les bandits, moi j'aurais compris. Ou bien les forces armées baissaient les bras. Mais c'est ni la police, ni les forces armées qui se trouvent au bicentenaire. Nous n'avons pas d'armes. Nous n'exerçons pas une souveraineté armée. C'est ça le problème. Bon, écoutez, on a mal posé le problème. On a mal posé le problème. Bien sûr. On ne peut pas baisser les bras. Eh bien, demandez maintenant à la direction de la police, il faut établir la direction de la police au bicentenaire. Il faut établir la force armée au bicentenaire. Nous autres, nous n'avons pas d'armes. Donc, par conséquent, je dis maintenant qu'on délocalise au palais de justice. Sinon, nous autres, nous allons prendre la décision de demander aux avocats de ne plus fréquenter le palais de justice jusqu'à nouvel ordre. C'est ce que nous envisageons de faire, si rien n'est fait. Maître Dorval, je crois, je me répète, mais je crois que votre message est parfaitement clair. Il a été reçu 5 sur 5 et j'espère que les autorités gouvernementales aussi vous entendront et vous asserront avec vous pour une prise de décision commune qui doit absolument, sous peine de créer des troubles encore plus graves, débloquer cette situation. On ne peut pas avoir un pays où la justice ne peut pas fonctionner, quelles que soient les raisons. Donc, je souhaite que vous soyez entendus et je souhaite que vous ne soyez pas obligés d'en arriver à cet extrême, mais qu'avant cela, une solution sera trouvée.
qui permettent aux avocats d'exercer leur métier et aux justiciables de recevoir justice. Merci, Maître Dorval, merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Si vous avez un dernier mot que vous souhaitez ajouter avant qu'on en termine. Je vous dis maintenant, ouais, imaginez, dans une lettre que j'ai écrite au président, parce que j'ai écrit au chef de l'État, imaginez qu'un avocat vienne à mourir au bicentenaire. Imaginez. Qui en porterait la responsabilité? Oui, évidemment. Bien, ben encore une fois, Maître Dorval, merci. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps et bonne fin de journée. Et merci beaucoup, merci beaucoup. D'accord. Voilà, c'était Maître Montferrier Dorval, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, qui dressait un tableau misérabiliste de la justice aujourd'hui en Haïti, où rien ne peut fonctionner. Le bicentenaire est sous l'emprise des gangs, la cour d'appel est fermée depuis mai 2019, personne ne peut se rendre dans les lieux où se rend la justice. Cette situation ne peut pas durer, il faudra trouver une solution. Merci de nous avoir écoutés. Plus de 46 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés dans le pays et 3 décès supplémentaires signalés selon le dernier bilan du ministère de la Santé en date du 21 juillet. Au total, 7146 personnes ont été infectées par la maladie depuis le 19 mars dernier, 40,9% de femmes et 59,1% d'hommes. Les départements les plus touchés sont l'Ouest avec 5165 cas, l'Artibonite avec 393, le Centre 368, le Nord 229 et les Nippes en dernière position avec 112. Le taux de létalité de la maladie dans le pays est de 2,16 contre 4,2 en moyenne dans le monde. Une cargaison de 200 000 barils de carburant diesel est arrivée à Port-au-Prince mardi, annonce le BMPAD. Dans l'intervalle, la frustration monte à la capitale. Les transports en commun fonctionnent au ralenti. Notons que le président Jovenel Moïse s'est rendu à la Cour des comptes mardi pour lui demander d'accorder le bénéfice de l'urgence à certains contrats concernant la fourniture de 190 mégawatts d'électricité. Un mois et quelques jours après l'incendie qui s'est déclaré à la pompe à essence qui se trouve à Pèlerin 1, Pèlerin 2, les services sont repris dans les mêmes conditions. Attroupement, bousculade des conducteurs de véhicules publics et privés. Tout le monde fait la queue pour pouvoir prendre un peu d'essence. Les fameux galons jaunes, à toutes fins utiles, sont de retour. Les citoyens de la zone de Pèlerin, La Boule, Thomassin, entre autres, ont exprimé leur ras-le-bol par rapport à l'embouteillage monstre provoqué quasiment tous les jours à cause de cette station-service. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Il est 4 heures du matin et déjà les habitants de Pèlerin 1 ne peuvent plus fermer un œil. Ce ne sont pas des tirs d'armes automatiques qui résonnent, ce n'est pas non plus un conflit entre les riverains de la zone. C'est simplement la clameur de chauffeurs qui tentent de s'approvisionner en carburant. Munis du fameux galon jaune, des chauffeurs de taxi, de tap-tap et de véhicules privés font la queue en quête de cette denrée rare qu'est devenue le gazole. Ils l'achètent pour leurs véhicules, leurs génératrices et certains même pour faire du marché noir. Colère, frustration, bousculade, des consommateurs veulent tous une part d'un gâteau visiblement trop petit. Même les pompistes semblent dépassés par les événements. Face à ce tableau alarmant, les responsables de cette station de service appellent la PNH. Les forces de l'ordre ont beau faire de leur mieux pour reprendre le contrôle de la situation, mais face à une centaine de citoyens énervés, une patrouille composée de 4 agents peut-elle changer la donne ? Qui plus est, ce scénario n'est pas sans conséquence sur la circulation. Dans les deux cas, que ce soit en montant ou en descendant, les chauffeurs ne cachent pas leur ras-le-bol. Certains font un détour par la route de Montagne Noire. Pour leur part, les chauffeurs de transport en commun préfèrent rentrer chez eux.
À rester pendant des heures en place avec un moteur qui tourne, le carburant brûle doucement et certains se demandent si le choix de cet emplacement pour installer cette pompe à essence est bien judicieux. Le 16 juin dernier, rappelons-le, un incendie s'était déjà déclaré dans cette station de service. Les dégâts étaient minimes, mais un mois plus tard, l'agitation reprend dans la même pompe à essence. En somme, une seule station de service dérange des centaines, voire des milliers de personnes. Se rendre à un rendez-vous, au travail ou à n'importe quelle autre activité est très difficile même si l'on se lève tôt. Un simple véhicule en panne peut barrer une route, mais quand une pompe à essence est à l'origine du blocage, la situation devient inextricable. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.